Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Ce cours, comme vous pouvez le voir, est destiné aux externes en médecine. J'ai réalisé la même conférence avec plus de détails et elle est destinée aux résidents. Elle restera donc disponible en public sur mon Facebook, vous pourrez la consulter. Mais il y a, à mon avis, des données qui sont plutôt spécialisées, qui sont plutôt destinées à de futurs cardiologues. Et donc là, c'est une présentation et un cours qui est destiné aux externes en médecine. Marhaba bikum encore une fois, donc vous savez qu'on est en période de Covid, période de confinement, donc on essaie de continuer les cours. La vidéo sera disponible sur ma page Facebook en public. Le cours sera posté sur la plateforme e-learning de la faculté de Tizi Ouzou. Pour ceux qui ne sont pas connectés sur la plateforme, vous n'avez qu'à cliquer sur visiteur anonyme, vous rentrez sur cours de M. Zawi Nassim ou Nassim Zawi et vous pourrez les télécharger sans pour autant être membre ou être connecté ou être inscrit sur la plateforme. Marhaba bikum tous. Encore une fois, cette conférence est destinée aux externes. Vous verrez que certaines diapositives se ressemblent, mais il y a une conférence plus détaillée qui est destinée aux résidents. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. L'état de nos connaissances, l'hypertension artérielle pulmonaire est une pathologie qui existe depuis longtemps. C'est une pathologie qui est considérée rare et orpheline. Elle est méconnue avec peu de travaux de recherche. Il y a beaucoup de zones d'ombre concernant les facteurs prédisposants, les mécanismes et les thérapeutiques qu'on pourrait instaurer face à cette maladie. Dans le passé, on parlait de cœur pulmonaire chronique. Il faut savoir que cette dénomination est en train de disparaître. Le cœur pulmonaire chronique identifie une hypertrophie et ou une dilatation du ventricule droit, secondaire à une anomalie anatomique ou fonctionnelle du système respiratoire, et l'HTAP, pour que le poumon puisse retentir sur le cœur, ça se fera à travers une hypertension artérielle pulmonaire. Celle-ci va précéder l'installation du tableau du cœur pulmonaire chronique et l'installation de ce remaniement du ventricule droit. On exclut de cette définition les cardiopathies gauches et les cardiopathies congénitales. Actuellement, on préfère parler de termes d'hypertension pulmonaire plutôt que de cœur pulmonaire chronique. La pression artérielle pulmonaire moyenne normale est de 14 plus ou moins 3 mm de mercure avec une valeur seuil de 20 mm de mercure en dessous de laquelle on dit que la pression est normale. Et on parle d'hypertension pulmonaire au-delà de 20 mm de mercure au repos. Il n'y a pas suffisamment de données pour identifier une valeur à l'effort parce qu'à l'effort, la pression artérielle pulmonaire varie énormément d'un patient à un autre et il est difficile d'établir un seuil diagnostique. Donc, première notion, la pression artérielle pulmonaire est une pathologie, plutôt l'hypertension pulmonaire est une pathologie diagnostiquée sur la PAPM, pression artérielle pulmonaire moyenne, lorsqu'elle est supérieure à 20 mm de mercure, et c'est une pathologie qui est diagnostiquée plutôt au repos et non pas à l'effort. La valeur seuil est une valeur de repos et non pas de valeur d'effort. Ceci nous permet d'identifier trois types d'hypertension pulmonaire: l'hypertension pulmonaire précapillaire, postcapillaire et mixte. Si on regarde le schéma suivant, vous avez le ventricule droit qui est ici, l'artère pulmonaire, les capillaires pulmonaires, les veines pulmonaires et puis le cœur gauche. Lorsqu'il existe un obstacle à ce niveau-là, le capteur de pression met ici va détecter une pression artérielle pulmonaire élevée. C'est ce qu'on appelle l'hypertension pulmonaire précapillaire, avant les capillaires. L'hypertension artérielle pulmonaire précapillaire, donc c'est une pression élevée au niveau de l'artère pulmonaire, mais si on a un obstacle à ce niveau-là, les capillaires seront protégés de cet obstacle. Et donc, les capillaires auront une pression normale inférieure à 15 mm de mercure. C'est quoi cet obstacle? C'est une élévation de la résistance de l'artère pulmonaire qui sera supérieure à 3 unités Wood. Et donc, au final, l'hypertension pulmonaire précapillaire est définie par trois éléments: une pression artérielle pulmonaire élevée, par augmentation des résistances de l'artère pulmonaire supérieure à 3 unités Wood, et par conséquent, la pression des capillaires sera basse parce que les capillaires seront protégés par un obstacle qui vient avant les capillaires pulmonaires. L'hypertension pulmonaire post-capillaire, cette fois-ci, l'obstacle est quelque part ici, la pression va augmenter dans tout ce lit-là, donc on aura une pression artérielle pulmonaire élevée, les capillaires ne sont plus protégés, donc la pression des capillaires sera élevée, supérieure à 15 mm de mercure, et cette fois-ci, il n'y a pas d'obstacle au niveau de l'artère pulmonaire vrai, donc la résistance de l'artère pulmonaire sera normale. Donc une hypertension pulmonaire post-capillaire est définie par une pression de l'artère pulmonaire supérieure à 20 mm de mercure, une pression capillaire pulmonaire supérieure à 15 mm de mercure et des résistances vasculaires pulmonaires inférieures à 3 unités. Dans une hypertension pulmonaire mixte, pré- et post-capillaire, on aura donc un obstacle
post-capillaire avec une élévation de la pression des capillaires, mais aussi un obstacle pré-capillaire avec une augmentation des résistances aboutissant à une augmentation de la pression artérielle pulmonaire. Donc, dans l'hypertension pulmonaire mixte, on aura une pression artérielle pulmonaire moyenne élevée, des résistances artérielles pulmonaires élevées et une pression au niveau des capillaires qui est aussi élevée parce que l'obstacle est après les capillaires mais aussi avant les capillaires. Ceci explique le retentissement sur les capillaires pulmonaires. Donc, concernant l'épidémiologie, il y a très peu de données. On estime que globalement la prévalence de la maladie est de 100 cas par million d'habitants avec une mortalité avoisinant les 10 cas pour 100 000, 10 décès pour 100 000 cas d'hypertension pulmonaire. Pour la physiopathologie, l'hypertension pulmonaire est définie, comme on l'a dit, par une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 20 mm de mercure au repos. La formule mathématique, c'est PAPM est égal à PAPO. PAPO, c'est la pression des capillaires pulmonaires, à laquelle on rajoutera la pression issue du débit cardiaque et des résistances de l'artère pulmonaire. Cette formule nous permet d'identifier 3 mécanismes physiopathologiques de l'hypertension pulmonaire. Donc, on peut avoir une augmentation de la pression artérielle pulmonaire, soit par augmentation de la PAPO, donc la pression des capillaires, c'est ce qu'on appelle l'HTAP post-capillaire. Il faut qu'il y ait un obstacle après les capillaires pour que la pression des capillaires augmente. On peut avoir une hypertension artérielle pulmonaire par augmentation des résistances de l'artère pulmonaire, donc on est avant les capillaires, c'est ce qu'on appelle l'HTAP pré-capillaire, ou bien par augmentation du débit du cœur droit, c'est en général l'hypertension de débit, par exemple dans un shunt gauche-droit, dans une communication interventriculaire congénitale, le sang passe du ventricule gauche vers le ventricule droit développe un débit plus important que d'habitude, ce débit plus important que d'habitude va augmenter la pression au niveau de l'artère pulmonaire. L'anatomopathologie, quant à elle, identifie 3 types d'artériopathie pulmonaire, 3 types d'anomalies anatomopathologiques lors de l'hypertension pulmonaire. Soit hypoxique, ça veut dire que l'hypoxie va créer de la vasoconstriction, l'artère pulmonaire a une histologie normale, mais elle est sujette à de la vasoconstriction, elle est plus petite que d'habitude. Soit l'artériopathie pulmonaire plexogénique par transformation fibreuse de la média devient très épaisse, rigide et moins sujette à la vasomotricité, peu de vasodilatation et de vasoconstriction, donc élévation des résistances de l'artère pulmonaire. Ou bien l'artériopathie pulmonaire thrombotique ou embolique par l'existence d'une embolie pulmonaire répétée avec occlusion au niveau de l'artère pulmonaire. Le diagnostic de l'hypertension pulmonaire est suspecté devant l'existence de certains signes cliniques, à savoir la dyspnée, l'asthénie, les douleurs pseudo-angineuses, la toux sèche et les symptômes. Les signes les plus spécifiques apparaissent à un stade tardif, c'est essentiellement la dysphonie. Lorsqu'on a une dilatation importante de l'artère pulmonaire suite à cette hypertension pulmonaire, elle finit par comprimer le nerf récurrent et donner cette dysphonie. Les hémoptysies, lorsqu'on a une hypertension artérielle pulmonaire très importante, les chaînes physiologiques qui existent entre l'artère pulmonaire et l'artère bronchique finissent par s'ouvrir pour évacuer ce surplus de sang plutôt vers les artères bronchiques et l'ouverture de ces chaînes va être à l'origine de ces hémoptysies. Et malheureusement, ces signes apparaissent à un stade très avancé où l'hypertension artérielle pulmonaire est plutôt plexogénique par transformation fibreuse. Et ce qui dit plexogénique et fibrose dit stade irréversible de l'hypertension pulmonaire. Bien sûr, à côté de ces symptômes, on aura les symptômes liés à la maladie causale de l'hypertension pulmonaire, qu'elle soit parenchymateuse, respiratoire, etc. La pathologie qui a causé l'hypertension pulmonaire aura ses propres manifestations. Cliniquement, à l'examen clinique, les signes d'hypertension pulmonaire vont être scindés en 4 groupes. Ce sera les signes d'abord d'HTAP, l'éclat du B2 au foyer pulmonaire, le clic d'éjection systolique au foyer pulmonaire et le souffle d'insuffisance pulmonaire. Les signes d'hypertrophie du ventricule droit, c'est essentiellement le signe de Harzer. Les signes de dilatation du ventricule droit, c'est l'auscultation d'un souffle d'insuffisance tricuspide fonctionnelle par dilatation de l'anneau. Et les signes d'insuffisance du ventricule droit sont, par ordre d'apparition, la turgescence spontanée des jugulaires, l'hépatomégalie, le reflux hépatojugulaire, les œdèmes des membres inférieurs et l'acide. On marque un petit temps d'arrêt ici. J'ai dit que ça apparaissait dans cet ordre-là. Ça veut dire que lorsque le ventricule droit est insuffisant et défaillant, il refoule du sang dans l'oreillette droite et ce sang va d'abord monter dans la veine cave supérieure et donner une turgescence des jugulaires pour descendre par la suite dans la veine cave inférieure et donner une hépatomégalie. Ça paraît bizarre parce qu'on a tendance à croire que le sang va plutôt descendre d'abord dans le foie pour remonter dans les jugulaires. Cette turgescence des jugulaires qui précède l'hépatomégalie et tous les signes inférieurs est expliquée par 2 phénomènes. Premièrement, il faut savoir qu'au niveau anatomique,
l'abouchement de la veine cave supérieure à l'intérieur de l'oreille droite n'est pas obstrué. Il n'y a pas de valve qui bouche l'abouchement de la veine cave supérieure. Par contre, la veine cave inférieure, lorsqu'elle s'implante dans l'oreille droite, elle est obstruée par la valvule de Stachy qui s'ouvre pour permettre au sang de passer de la veine cave inférieure vers l'oreille droite, puis qui se ferme pour éviter de refluer le sang vers la veine cave inférieure, ce qui nous permet, même en position debout, de ne pas avoir des pathomégales. Et donc, pour que l'hyperpression de l'oreille droite secondaire à l'insuffisance cardiaque arrive à vaincre la valve de Stachy et faire tomber le sang dans le foie, il faut une pression plus élevée que celle qui fera monter le sang dans la jugulaire qui n'est pas protégée par une valvule. Première explication. La deuxième explication, elle est liée aux organes drainés par les différentes veines. La veine cave sup et surtout la jugulaire vont drainer le cerveau, qui est un organe à basse pression, alors que la veine cave inférieure et les veines sus-hépatiques traversent le foie, qui est un organe encapsulé à haute résistance. Donc il faut un peu de pression pour pouvoir vaincre la résistance du cerveau et dilater la jugulaire, alors qu'il faut beaucoup plus de pression pour vaincre le foie, son parenchyme, sa résistance et sa capsule et arriver à l'hépatomégalie. Et donc dès que la pression commence à monter dans l'oreille droite, c'est d'abord les jugulaires. Ensuite, quand la pression monte beaucoup, c'est le foie et le reflux hépato-jugulaire. Le liquide commence à se constituer dans le ventre, mais il est infraclinique. Donc il y a de l'acide, mais qu'on ne voit pas parce qu'elle n'est pas très abondante. Les œdèmes des membres inférieurs apparaissent. Et puis à un stade où il y a beaucoup de liquide dans le ventre, on aura cette fameuse acide qui va faire sortir le ventre du patient. Donc en réalité, l'acide précède les œdèmes des membres inférieurs, sauf qu'elle est infraclinique. Au moment où elle apparaît cliniquement, les œdèmes sont déjà vus chez le patient et c'est pour ça qu'on place les œdèmes avant l'acide. Les explorations qu'on va initier, c'est d'abord les signes qui vont nous chercher le retentissement sur le ventricule droit. Donc l'électrocardiogramme va retrouver les signes d'hypertrophie de l'oreille droite et les signes d'hypertrophie du ventricule droit, tout en sachant qu'un électrocardiogramme normal n'élimine pas le diagnostic de cœur pulmonaire chronique ou d'hypertension pulmonaire. La radiographie du thorax va nous montrer la dilatation du ventricule droit ou de l'oreille droite avec cette fameuse pointe qui passe sous le diaphragme, ou plutôt cette fameuse pointe qui sera sus-diaphragmatique. Comment on explique ça? En coupe transversale du thorax, vous avez le ventricule droit qui est à l'avant, le ventricule gauche qui est à l'arrière. Lorsque le ventricule droit se dilate, il ne peut pas pousser le diaphragme, il va monter vers le haut. Lorsque le ventricule gauche se dilate, il va se développer au dépend de cette portion descendante du diaphragme. Et donc sur un téléthorax de face, on verra le ventricule gauche sous le diaphragme. C'est ce qu'on appelle la fameuse pointe sous-diaphragmatique, qui est faussement sous-diaphragmatique. C'est juste que le ventricule gauche se développe au dépend de cette partie descendante du diaphragme. Donc, en cas de dilatation du VD, la pointe sera sus-diaphragmatique, aura la radiographie du thorax. Et en cas de dilatation du VG, la pointe apparaîtra. Elle n'est pas vraiment sous-diaphragmatique, mais on a l'impression qu'elle est sous le diaphragme parce que le VG va se développer au dépend de cette portion descendante du diaphragme en coupe transversale. Ensuite, la radiographie du thorax va montrer les signes de stase vénocapillaire. Signe de stase vénocapillaire, c'est un terme qu'on utilise à la radiographie pour parler d'hypertension pulmonaire. Ces signes sont la redistribution de la vascularisation vers les sommets. On estime que les poumons sont richement vascularisés en bas et richement aérés en haut. C'est une question de pression, le liquide descend et l'air monte. Si on a une redistribution du sang vers le sommet, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'artère pulmonaire, il y a plus de pression que d'habitude et cette pression a fait monter le sang vers le sommet. C'est ce qu'on appelle l'hypertension pulmonaire. On aura la dilatation de l'artère lobaire inférieure droite, qu'on voit ici à la radiographie du thorax, dont le diamètre va dépasser les 14 mm, et on aura une dilatation de l'arc, plutôt de la partie supérieure de l'arc moyen gauche sur la radiographie du thorax. Je vous rappelle que l'arc moyen gauche, dans sa partie supérieure, représente l'artère pulmonaire, et dans sa partie inférieure, représente l'auricule gauche. Toujours dans le cadre de cette fameuse exploration de l'hypertension pulmonaire, l'échocardiographie. Elle joue un rôle primordial dans le diagnostic du cœur pulmonaire chronique. Elle va retrouver les effets de cette hypertension pulmonaire sur le ventricule droit, à savoir la dilatation et l'hypertrophie du ventricule droit, et elle permet d'estimer la pression artérielle pulmonaire. Elle permet aussi d'orienter le cathétérisme cardiaque, et on parlera tout à l'heure de ce fameux cathétérisme cardiaque. Les autres explorations, c'est l'EFR, donc l'étude de la fonction respiratoire et la gazométrie artérielle qui vont m'orienter vers une pathologie respiratoire à l'origine de cette HTAP. La scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion qui va me rechercher cette hypertension pulmonaire post-embolique et le scanner thoracique qui va chercher soit une anomalie du parenchyme pulmonaire, soit une hypertension pulmonaire post-embolique.
L'IRM cardiaque, quant à elle, étudiera le ventricule droit. Elle sera indiquée pour étudier la taille, la morphologie et la fonction du ventricule droit, surtout si l'échographie cardiaque est de mauvaise qualité. Donc on fera appel à cette IRM pour améliorer la qualité d'étude du ventricule droit. Et au final, le cathétérisme cardiaque, qui consiste à faire rentrer une sonde soit par les veines du membre supérieur ou par les veines du membre inférieur. Cette sonde arrivera dans l'oreille droite, le ventricule droit, puis dans l'artère pulmonaire. Et comme vous pouvez le voir, la partie distale de cette sonde est munie d'un ballon. Une fois qu'on arrive le plus loin possible au niveau de l'artère pulmonaire, on gonfle le ballon. Le ballon étant gonflé, il va isoler la partie distale de l'influence du sang qui vient par le ventricule droit. Et donc la partie distale, le capteur distal de pression, sera sous l'influence de la pression qui règne au niveau des capillaires pulmonaires. Et ça va nous donner la pression capillaire, ce qu'on appelle la PAPO, donc PAPO, O pour occlusive ou obstructive, par gonflage de ce ballon qui va obstruer l'artériole et qui va permettre au capteur de pression situé distalement de mesurer la pression au niveau des capillaires pulmonaires. Ce cathétérisme cardiaque nous permet aussi de réaliser des tests de réversibilité. Donc, une fois le diagnostic d'hypertension pulmonaire retenu, on va injecter des drogues vasodilatatrices. On injectera du monoxyde d'azote, de l'adénosine, de l'hyloprost qui est une prostaglandine, etc. Et puis, on va voir est-ce que la pression pulmonaire va diminuer de 10 mm de mercure ou pas. Si elle diminue, on va dire que le test de réversibilité est positif. Et donc, ce patient, on pourra le traiter par des inhibiteurs calciques. Par contre, si le test de réversibilité est négatif, ça ne sert à rien de donner les vasodilatateurs artériels type inhibiteur calcique, mais il faudra aller plutôt vers des traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire. Quelles sont les complications du cœur pulmonaire chronique et de l'hypertension pulmonaire? C'est essentiellement les arythmies dans 2,8% des cas par année. Donc ces arythmies sont surtout atriales et elles conditionnent le pronostic du patient. Il faut savoir que les arythmies ventriculaires sont rares dans cette situation-là. Les deuxièmes complications sont essentiellement les hémoptysies qui ont une gravité variable, 1 à 6% par année, donc qui peuvent être une contre-indication aux anticoagulants. Ces hémoptysies peuvent nécessiter même une embolisation des artères bronchiques qui peut être proposée en urgence en cas d'hémoptysie cataclysmique ou de façon élective en cas d'hémoptysie répétée récidivante afin de stopper ces hémoptysies. Troisième type de complications, c'est les complications mécaniques. C'est essentiellement la TDM thoracique qui les diagnostique. Elles sont liées à la dilatation progressive de l'artère pulmonaire à cause de cette hypertension pulmonaire. Celle-ci finit par devenir anévrismale, par se disséquer ou se rompre, ou par comprimer les organes de voisinage. On avait parlé tout à l'heure de la compression du nerf récurrent qui donne la dysphonie, la compression des bronches qui va donner un tableau qui ressemble à un asthme mais qui est permanent, la compression des artères coronaires, la compression des veines pulmonaires, etc. Donc tous les organes de voisinage peuvent être compris. Et puis la décompensation cardiaque droite qui peut être l'aboutissement ultime de ce cœur pulmonaire chronique et donner le décès du patient. Prise en charge, donc la prise en charge de l'hypertension pulmonaire et du cœur pulmonaire chronique sera basée sur 4 éléments. D'abord les mesures générales, donc les grossesses sont contre-indiquées chez les patients qui ont une hypertension pulmonaire. On préconisera une vaccination antigrippale annuelle et antipneumococcique chaque 5 ans. Un soutien psychologique sera proposé à ces patients. Si une chirurgie est indiquée, il vaut mieux éviter l'anesthésie générale et préférer la péridurale. S'ils doivent voyager en avion, qu'ils ont une baisse de l'oxygène artériel, ils voyageront sous oxygène. Une activité physique calme et contrôlée peut être autorisée. Par contre, l'activité physique intense est interdite à ces patients. Après ces mesures générales, on passera au traitement de première et de deuxième intention. Pour le traitement de première intention, on s'arrêtera là. C'est l'oxygénothérapie longue durée. Donc, on mettra de l'oxygène 16 à 18 heures par 24 heures. Il sera indiqué lorsque la pression artérielle en oxygène est inférieure à 55 ou 60 mm de mercure. Et l'objectif étant de la ramener au-delà de 65 mm de mercure. C'est-à-dire que le patient est collé à ses lunettes d'oxygène. On peut utiliser des vasodilatateurs, le traitement diurétique en cas de décompensation cardiaque droite et les anticoagulants peuvent être proposés surtout si on est face à une cause post-embolique. Les inhibiteurs calciques à forte dose seront des traitements de deuxième ligne. Ils seront indiqués si le test de réversibilité est positif, c'est-à-dire que s'il y a un certain seuil de vasodilatation possible au niveau de l'artère pulmonaire, on utilisera ces inhibiteurs calciques à forte dose.
Le troisième niveau thérapeutique, c'est les traitements spécifiques. Les traitements spécifiques, ce sont des molécules qui vont agir par trois effets. L'effet vasodilatateur, l'effet antiprolifératif, ils vont éviter la prolifération de la média, comme on l'a vu tout à l'heure, et l'effet antifibrotique, ils vont éviter cette fibrose de la média. Ces traitements spécifiques sont de trois ordres, soit les inhibiteurs de la phosphodiestérase, les antagonistes des récepteurs de l'endothéline 1, qui est un puissant vasoconstricteur, donc le fait d'antagoniser ces récepteurs, on aboutira à un effet vasodilatateur, et les analogues de la prostacycline, qui est un puissant vasodilatateur. Donc ces trois molécules-là sont spécifiques à l'hypertension pulmonaire, et donc on peut les utiliser isolées ou associées en bithérapie ou en trithérapie pour traiter ces patients qui ont une hypertension pulmonaire et qui ont un cœur pulmonaire chronique. Le quatrième niveau thérapeutique, c'est les moyens non médicamenteux, à savoir l'interruption de la veine cave inférieure, soit chirurgicale, soit par ce fameux filtre qui est implanté au niveau de la veine cave inférieure. L'objectif étant, chez des patients qui ont des embolies pulmonaires répétées, il sera mis là, il va trapper les thrombines. Et ça me rappelle que je ne vous ai pas parlé donc, de cette fameuse notion d'embolie pulmonaire. J'y reviens donc tout de suite. Et puis le deuxième niveau de traitement, c'est la transplantation cœur-poumon, qui est le traitement ultime en cas d'hypertension pulmonaire réfractaire au thérapeutique, c'est-à-dire que le patient a reçu les mesures générales, a reçu le traitement de première et de deuxième intention, il a reçu le traitement spécifique, il garde une hypertension pulmonaire élevée, il garde un statut fonctionnel altéré, on lui proposera donc cette fameuse méthode qui est la transplantation cœur-poumon. La notion que j'avais oublié de vous dire, c'est cette notion d'embolie pulmonaire qui va provoquer une hypertension pulmonaire. On a dit tout à l'heure dans la physiopathologie, vous l'avez vu, c'était écrit en bas, il faut une destruction de 70 à 80% du lit pulmonaire pour que le reste, donc les 20 à 30% qui restent, reçoivent un excès de sang et un excès de pression et développent une hypertension pulmonaire. Comment, à votre avis, une hypertension pulmonaire, plutôt une embolie pulmonaire, peut détruire 70 à 80% du lit pulmonaire? Soit c'est un gros thrombus qui va s'enclaver au niveau de l'artère pulmonaire et à ce moment-là, il ne donnera pas de cœur pulmonaire chronique, mais il donnera plutôt un état de choc cardiogénique. Et je vous renvoie au cours de l'état de choc cardiogénique, on avait parlé comme troisième étiologie de cette embolie pulmonaire massive. Donc un thrombus volumineux qui s'enclave dans l'artère pulmonaire ne donne pas de cœur pulmonaire chronique, mais donne plutôt un état de choc cardiogénique. Un seul petit embole va enlever 10-15% du lit pulmonaire et donc il ne suffira pas pour donner les 70 à 80% d'occlusion de l'arbre pulmonaire pour donner une élévation de la pression pulmonaire. Et donc pour qu'une embolie puisse donner une hypertension pulmonaire et puisse détruire 70 à 80% du lit pulmonaire, c'est plutôt son caractère répété. Ça sous-entend qu'il y a eu une première embolie qui a enlevé 15 à 20% du lit vasculaire, un deuxième embole quelques mois après qui est monté, qui a enlevé encore 10 à 15%, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à l'embole lambda, X, qui va monter et qui va enlever ce qui reste pour aboutir à 70 à 80% du lit pulmonaire détruit. Le reste subira un excès du volume sanguin. Cet excès du volume sanguin qui passera dans le peu d'artères qui persistent va élever la pression pulmonaire et va créer cette fameuse hypertension pulmonaire, ce fameux cœur pulmonaire chronique post-embolique. Ça sous-entend cœur pulmonaire chronique post-embolique, c'est-à-dire que c'est des embolies pulmonaires répétées. Même si on n'a pas constaté la répétitivité des embolies, on est sûr qu'elle est répétée. Parce qu'un seul embole volumineux donne un état de choc, un seul embole tout petit enlève 15 à 20%, par exemple. Et donc on est sûr que c'est répété. Si on vous dit que le traitement de l'embolie pulmonaire simple, c'est une anticoagulation de 3 à 6 mois, et qu'on vous dit que le traitement de l'embolie pulmonaire compliquée d'un état de choc, c'est la thrombolyse versus l'embolectomie, et on vous dit que le traitement de l'embolie pulmonaire récidivante, c'est une anticoagulation à vie. À votre avis, comment on va traiter un CPC post-embolique en matière d'anticoagulation? Ben, clairement, même si on n'a pas constaté des épisodes répétés d'embolie pulmonaire, on est certain que l'embolie pulmonaire est répétée chez ce patient-là et l'anticoagulation sera donnée à vie chez les patients qui ont une hypertension pulmonaire post-embolique parce qu'on est certain qu'ils ont fait plusieurs épisodes d'embolie pulmonaire, même si on ne les a pas constatés. Ce ne sont que les épisodes répétés qui peuvent expliquer cette destruction de 70 à 80% du lit pulmonaire sans donner un état de choc. C'est-à-dire que ça s'est fait dans la chronicité et donc le traitement anticoagulant sera donné à vie. Donc voilà globalement ce que j'avais à vous dire en matière de cœur pulmonaire chronique et d'hypertension pulmonaire.
Pour ceux qui veulent plus de détails, je vous assure que sincèrement pour le niveau d'externe, c'est largement suffisant. Ceux qui veulent plus de détails, vous pourrez consulter le cours destiné aux résidents qui sera aussi posté sur la même page Facebook. Vous verrez que sur l'un, je mettrai que c'est pour les résidents, sur l'autre, je mettrai que c'est pour les externes. Mais je vous assure que c'est largement suffisant de voir ce qui est destiné aux externes. Le cours sera encore une fois disponible sur Facebook en public. Je vous avais dit que j'avais mis les cours sur la plateforme e-learning de la faculté de Tizi Ouzou, donc vous pourrez accéder. Même si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme, choisissez qu'en quoi vous êtes un utilisateur anonyme, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Une fois que vous rentrez sur le site, allez sur cours de Monsieur Nassim Zawi et vous pourrez les télécharger, même si vous n'êtes pas inscrit, c'est offert pour tout le monde, même pour les utilisateurs anonymes. Donc tout ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous proposerai très certainement un live pour discuter un petit peu ce cours de cœur pulmonaire chronique et ce cours d'hypertension pulmonaire. Vous verrez sur ma page Facebook la date du live et l'heure, etc. À part ça, donc prenez soin de vous en cette période de confinement, prenez soin de vos familles. Saharam Dankom et à très très bientôt, Inch'Allah. Bon courage.